Alors, parlons de l'inclusion financière. Pour booster cette inclusion financière, il faut absolument créer des institutions de microfinance dans l'arrière-pays. Qui le fait? Les privés ne peuvent pas le faire, les Congolais ne peuvent pas créer des institutions de microfinance? Merci beaucoup. Alors, ici, permettez-moi de prendre des allures pédagogiques. C'est que généralement, on entend dire que, OK, en plus des banques commerciales, il faut une banque d'investissement, il faut ceci. Mais la question est, quel est le schéma synoptique d'une économie financiarisée? Ça signifie que lorsque nous menons une réflexion au niveau de la macroéconomie financière, qu'est-ce qui devrait exister? Parce que vous avez même élaboré un schéma à ce sujet. Absolument. C'est une réflexion urbanistique. Je donne d'abord une analogie. C'est dans le monde de l'économie et de la finance, c'est le même raisonnement que les architectes. Lorsque l'on veut mettre en place une ville, on décide d'abord de ce qui doit exister, les avenues, les écoles, les ceci et les cela, et puis après, on commence par urbaniser, n'est-ce pas, la ville, et puis après vient l'implantation. C'est la même chose. Mais ici, lorsque nous faisons une analyse de la macroéconomie financière de la République démocratique du Congo, nous n'avons pas, je fais par analogie, une urbanisation économico-financière. Nous devons commencer par là. C'est ça qui nous a amené, n'est-ce pas, à développer ce schéma synoptique, n'est-ce pas, Vous nous l'expliquez rapidement, d'une oui. économie financière. Voilà, d'une économie financiarisée. Alors, rapidement, nous comprenons que dans une économie, on a les trois grands agents principaux qui sont, les ménages, c'est la population. Un deuxième agent économique, ce sont les entreprises. Et le troisième agent, c'est l'État. Et comment se fait la production de la richesse? On a les ménages qui consomment ce que les entreprises produisent, n'est-ce pas? Et les produits, les entreprises rémunèrent les ménages à travers les salaires ou à travers les dividendes, à travers le loyer. Et l'État récupère à la fois des ménages et des entreprises sous forme de taxes, sous forme d'impôts, des revenus qui réinjectent après dans l'économie. Alors, ce qui nous permet d'évaluer la production de la richesse qu'on appelle le PIB, soit par la consommation ou soit par les revenus. Mais naturellement, dans tout ce qui est produit, dans la consommation particulièrement, on ne consomme pas tout, il y a quelque chose qui est épargné. Oui. C'est là où la macroéconomie financière commence. Dans ce qui est épargné, tout le monde connaît le principe, c'est l'épargne qui crée l'investissement. Nous savons que pour faire tourner l'économie, pour augmenter la richesse, elle est évidemment liée à notre capacité à augmenter la consommation. Parce que consommation, augmentation de la production, mais tout part de ce que l'on épargne. Et c'est là qu'on a la première catégorie des banques qui apparaissent le plus souvent. Ce sont les banques commerciales. Les banques commerciales, on les appelle aussi les banques de dépôt. Encore, les banques de détail. Ce sont celles qui sont en contact avec les ménages et qui collectent, n'est-ce pas, leur épargne. Ils collectent l'épargne des ménages et les renvoient sous forme de prêts à la consommation ou de prêts immobiliers sinon. En République démocratique du Congo, c'est à ce niveau-là que nous sommes, n'est-ce pas? Si ce ne sont pas des banques commerciales, alors on a des microcrédits. Mais si nous voulons réellement avoir une économie tout à fait financiarisée pour développer nos richesses, ce qu'il faut, en plus des banques commerciales, c'est qu'il faut s'intéresser à l'existence des fonds d'investissement. Les fonds d'investissement, grosso modo, on peut identifier trois types de fonds d'investissement. Il y a ce qu'on appelle les fonds souverains. Voilà pourquoi nous avons fait allusion, n'est-ce pas, à ce fonds qui existerait, mais on n'entend presque pas, le fonds mine, n'est-ce pas? Oui, qui devrait collecter, n'est-ce pas, l'épargne de ce que l'on obtient, du secteur minier, oui. n'est-ce pas? Mais on a aussi la deuxième catégorie de fonds d'investissement très, très, très répandue à travers le monde, ce sont les fonds de pension. Chez nous, on a la CNSS, on a la CNSAP, la CNSS, la Caisse de sécurité sociale. Il est étonnant de constater que la CNSS
sa capitalisation est moins d'1 milliard de dollars. Ça signifie qu'il y a un problème. Les fonds de pension à travers le monde ont plus d'argent que l'État. Ça signifie que, à partir du moment où... Il y a un problème de gestion de la CNCS. Eh bien, c'est une question à analyser de près, mais c'est aussi les réformes à opérer, n'est-ce pas? Parce que l'on doit arriver à... L'épargne de la retraite doit être collectée sur même ceux de l'économie informelle. Il y a encore un problème à ce niveau-là par rapport à la collecte de l'épargne, de débrouillard, de ceci et tout ça. Tout le monde doit épargner pour la retraite, ce qui permet d'avoir un fonds disponible pour l'investissement. Ensuite, on a les fonds spéculatifs, ce qu'on appelle les hedge funds, n'est-ce pas, qui à la fois collectent l'épargne auprès des particuliers et des entreprises, mais qui s'endettent aussi. Maintenant, ici, au niveau si nous revenons dans notre contexte, nous comprenons en fait que tout est un problème avant tout de la collecte de l'épargne. Comment nous collectons cette épargne et qu'est-ce que nous en faisons? La thésaurisation, le niveau de thésaurisation en République démocratique du Congo, on dit que c'est plus de 10 milliards de dollars, signifie que c'est de l'argent qui aurait servi à l'économie.